Gilbert Bidot est largement reconnu comme l'homme le plus riche d'Haïti, portant fièrement le titre de seul milliardaire du pays. D'origine juive séfarade, Bidot représente un exemple unique de la réussite économique d'une minorité souvent méconnue. Bien que la communauté juive en Haïti soit petite en nombre, son impact sur l'économie haïtienne est profond et continue de se faire sentir aujourd'hui. Bidot, désormais retraité des affaires, est l'incarnation de la capacité de cette communauté à surmonter les défis et à prospérer dans un environnement économique complexe. Les Juifs séfarades, issus principalement d'Espagne et du Portugal, ont une longue histoire d'intégration dans les sociétés caribéennes, dont Haïti fait partie. Malgré des débuts modestes et des périodes d'adversité, ils ont su s'imposer dans le secteur commercial, devenant des figures influentes dans le monde des affaires haïtien. En Haïti, la communauté juive est souvent associée aux Haïtiens mulâtres d'origine européenne et arabe, qui détiennent une grande partie du pouvoir économique du pays. 6 groupes partagent une histoire de migration et d'assimilation qui les a placés au cœur des dynamiques économiques et sociales de l'île. Leur influence, bien que discrète, s'étend également à la sphère politique, où elle reste souvent masquée, mais néanmoins puissante. Dans cet épisode, nous explorons en profondeur l'histoire méconnue des Juifs en Haïti, remontant à des siècles de contribution et d'adaptation. Nous évoquerons le rôle essentiel que des membres de cette communauté ont joué dans le financement du voyage de Christophe Colomb, soulignant l'implication précoce des Juifs dans la découverte et l'exploration des Amériques. Au fil des siècles, la présence juive s'est renforcée, notamment avec l'arrivée de réfugiés fuyant les persécutions nazies en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. 16 immigrants, en quête de sécurité et d'opportunités, ont contribué à diversifier l'économie haïtienne, s'investissant dans des secteurs tels que le commerce, la finance et l'industrie. Aujourd'hui, les descendants de ces pionniers continuent de maintenir un rôle clé dans les dynamiques économiques d'Haïti, souvent en tête des monopoles et entreprises influentes qui façonnent l'économie nationale. Leur histoire est un témoignage de résilience, d'ingéniosité et d'adaptation face à des contextes souvent hostiles. En revisitant ces récits, nous cherchons à révéler une facette cachée mais essentielle de l'histoire d'Haïti, illustrant comment une petite communauté a su laisser une empreinte durable sur le tissu économique et social du pays. Cette exploration met en lumière non seulement l'influence juive, mais aussi les complexités de la coexistence culturelle et économique en Haïti, un pays marqué par une riche mosaïque de contributions ethniques et historiques. Le premier voyage de Christophe Colomb, souvent attribué au soutien financier de la reine Isabelle et du roi Ferdinand d'Espagne, a également bénéficié de fonds provenant de sources moins connues, mais tout aussi cruciales. Parmi ses contributeurs figuraient Louis de Santangel, un influent conseiller royal, et Gabriel Sanchez, trésorier de la couronne d'Aragon, tous deux issus de familles juives converties de force au christianisme à cause des persécutions de l'Inquisition espagnole. 6 conversos vivaient dans un climat de méfiance et de suspicion constante, devant renier publiquement leurs racines pour survivre. En 1492, année du départ de Colomb vers le Nouveau Monde, l'Espagne émettait le tristement célèbre décret d'Alhambra, ordonnant l'expulsion de tous les Juifs qui refusaient de se convertir au christianisme. Ce décret marqua la fin d'une coexistence autrefois florissante entre Juifs, chrétiens et musulmans sur la péninsule ibérique. Pour les Juifs convertis comme Santangel et Sanchez, le soutien à l'expédition de Colomb pouvait représenter plus qu'un simple investissement financier. Certains historiens suggèrent que ces financiers voyaient dans l'exploration de nouveaux territoires une possible échappatoire pour les Juifs persécutés en Europe, en quête de terre où ils pourraient vivre sans la menace constante de l'Inquisition. Cette hypothèse repose sur l'idée que l'expansion vers les Amériques offrait une lueur d'espoir pour ceux qui cherchaient à échapper aux brutalités religieuses du vieux continent. Si Colomb lui-même était conscient de ces motivations, reste un sujet de débat parmi les historiens. Mais il est clair que le voyage de 1492 fut bien plus qu'une simple quête de richesse pour la couronne espagnole. Il s'agissait aussi d'une entreprise marquée par les bouleversements sociopolitiques de l'époque. La participation de financiers d'origine juive témoigne de l'interconnexion complexe entre exploration, persécution religieuse et espoir de survie dans un monde en pleine transformation. Le premier juif à mettre pied sur l'île d'Hispaniola fut Luis de Torres, un interprète de Christophe Colomb,
dont le parcours est à la fois fascinant et tragique. De Torres, contraint de se convertir au christianisme sous la pression de l'Inquisition espagnole, était un homme de grande érudition, maîtrisant l'hébreu, le chaldéen et l'arabe. Sa polyvalence linguistique a été un atout précieux pour Colomb, facilitant la communication avec les populations locales lors des premiers contacts. En 1492, De Tor accompagnait Colomb lors de son voyage inaugural vers le Nouveau Monde et fut l'un des membres de l'équipage laissé sur l'île d'Hispaniola pour établir une première colonie, connue sous le nom de la Navidad. Malheureusement, l'expérience de cette première colonie fut désastreuse. En 1493, la colonie de la Navidad fut attaquée par le cacique Caonabo, un chef taïno en révolte contre les envahisseurs européens. Lors de cette attaque dévastatrice, Luis de Torres, ainsi que 38 autres hommes restés sur l'île, trouva une mort tragique. Cette attaque marqua non seulement la fin brutale de la première tentative de colonisation européenne sur Hispaniola, mais elle illustre aussi la difficulté des premières interactions entre les Européens et les peuples autochtones, ainsi que les défis auxquels faisaient face les membres de la communauté juive convertie, pris dans le tourbillon des bouleversements historiques de l'époque. L'histoire de Luis de Torres reflète les complexités et les paradoxes de la période coloniale, où des individus comme lui, déchirés entre leur identité d'origine et les réalités imposées par les pouvoirs dominants, ont joué des rôles cruciaux mais souvent tragiques dans les premières étapes de la conquête et de l'exploration des Amériques. Après 1633, les Français ont entamé la colonisation de la partie occidentale de l'île d'Hispaniola, qu'ils nommeront Saint-Domingue. Ce territoire deviendra plus tard l'une des plus importantes colonies françaises des Caraïbes, surtout connue pour sa production de sucre, de café et de coton. En 1654, un événement majeur a eu des répercussions importantes sur la population juive en Amérique. Le Portugal a repris le contrôle de ces anciennes colonies brésiliennes des mains des Néerlandais. Cette reconquête a poussé de nombreux Juifs néerlandais, qui avaient trouvé refuge au Brésil après avoir été chassés d'Espagne et du Portugal, à fuir. Beaucoup de ces réfugiés juifs se sont installés à Saint-Domingue, cherchant une nouvelle terre d'accueil où ils pouvaient reconstruire leur vie. À Saint-Domingue, ces migrants juifs ont joué un rôle significatif dans le développement économique de la colonie, en particulier dans le secteur des plantations. Leur expertise et leur expérience dans le commerce et l'agriculture ont été précieuses pour les Français qui cherchaient à développer cette région lucrative. Cependant, en 1685, le Code noir a été instauré par le roi Louis XIV pour réglementer la vie dans les colonies françaises. Ce code visait principalement à réguler l'esclavage et les relations entre les maîtres et les esclaves, mais il comportait également des dispositions sévères concernant la religion. En vertu du Code noir, toute religion autre que le catholicisme était strictement interdite dans les colonies françaises. Cette législation a eu un impact direct sur les Juifs présents à Saint-Domingue, limitant leurs pratiques religieuses et les contraignant à se conformer aux préceptes du catholicisme. Cette interdiction a marqué un tournant pour les Juifs de Saint-Domingue, qui, malgré leur contribution significative à l'économie coloniale, se sont trouvés confrontés à de nouvelles restrictions religieuses qui ont altéré leur mode de vie et leur intégration dans la société coloniale française. Ce contexte historique souligne la complexité des dynamiques religieuses et sociales en jeu dans les colonies européennes des Caraïbes au cours du XVIIe siècle. Malgré les restrictions imposées par le Code noir, l'apport économique des Juifs était trop significatif pour être ignoré par les autorités coloniales françaises. Leur expertise et leur expérience étaient cruciales pour le développement de l'économie de Saint-Domingue, en particulier dans les secteurs clés tels que le commerce et l'agriculture. Pour compenser ces contributions essentielles, certains Juifs d'autres nations européennes ont été autorisés à rester en tant que travailleurs au sein des compagnies commerciales françaises. D'autres ont réussi à obtenir des permissions spéciales permettant leur présence et leur participation continue dans la vie économique de la colonie. Ces autorisations étaient souvent accordées en raison de la reconnaissance de leur rôle indispensable dans le commerce international et dans l'exploitation des ressources agricoles. Les Juifs restants ont ainsi joué un rôle de premier plan dans le développement de l'économie coloniale. Ils se sont particulièrement investis dans l'agriculture, contribuant à la production de denrées précieuses telles que le sucre, le café et le coton. Leur présence s'est répandue au-delà des grands centres urbains, atteignant des villes du sud comme Jérémie, Jacmel,
Léogane, L'Écueil, Petit-Goâve et Port-au-Prince. 16 villes, qui étaient des points névralgiques pour le commerce et l'agriculture, ont vu une importante contribution juive à leur croissance et à leur prospérité. Cette intégration des Juifs dans l'économie coloniale, malgré les contraintes religieuses imposées, témoigne de l'ambivalence des autorités coloniales face à la nécessité économique et aux préjugés religieux. Les efforts des Juifs pour maintenir leur présence économique tout en respectant les limitations imposées par le Code noir illustrent leur résilience et leur capacité à naviguer dans des environnements hostiles pour préserver et développer leur communauté. La découverte d'une ancienne synagogue de crypto-juifs à Jérémie constitue une révélation majeure sur l'histoire cachée des Juifs aux Caraïbes. Le terme crypto-judaïsme désigne la pratique secrète du judaïsme par des individus contraints de se conformer publiquement aux normes religieuses dominantes, en l'occurrence le catholicisme. Cette forme de judaïsme clandestin est née de la persécution religieuse et de la nécessité pour les Juifs de dissimuler leur véritable foi pour échapper aux sanctions et à la violence. Cette synagogue récemment découverte à Jérémie est la seule de ce type identifiée sur l'île d'Hispaniola, et elle offre un aperçu précieux sur la vie juive secrète pendant la période coloniale. L'existence de cette synagogue témoigne de la résilience et de l'ingéniosité des crypto-juifs, qui ont réussi à préserver leur identité religieuse tout en naviguant dans un contexte de répression et de surveillance constante. L'architecture et les artefacts trouvés sur le site de la synagogue révèlent les efforts des crypto-juifs pour maintenir leurs pratiques religieuses en dépit des restrictions imposées par les autorités coloniales. 6 éléments fournissent des indices sur la manière dont ces communautés ont réussi à cultiver des traditions religieuses et culturelles en cachette, tout en faisant face à des pressions pour se conformer aux attentes religieuses officielles. La découverte de cette synagogue est non seulement un ajout significatif à l'histoire juive des Caraïbes, mais elle souligne également les complexités de la coexistence religieuse et culturelle dans les colonies européennes. Elle met en lumière les stratégies de survie et les dynamiques sociales de ceux qui, sous la menace constante, ont préservé leur héritage spirituel et culturel, même dans les conditions les plus adverses. Cette découverte enrichit notre compréhension de la diversité religieuse dans le monde colonial et des sacrifices consentis pour la survie des traditions juives dans un environnement hostile. Chers spectateurs, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Votre soutien est inestimable et m'encourage énormément à continuer de créer et de partager mes idées et passions avec vous. Chaque vue, chaque commentaire et chaque soutien que vous apportez est une source de motivation qui me pousse à offrir toujours le meilleur de moi-même. Sur votre écran, vous verrez 4 vidéos soigneusement sélectionnées pour vous. Cliquez sur l'une d'entre elles pour découvrir des secrets fascinants qui pourraient vous surprendre. Vous êtes les véritables créateurs d'opportunités, alors allez les visionner dès maintenant. Merci encore pour votre fidélité et votre engagement. Je suis impatient de vous retrouver bientôt pour de nouvelles aventures et de continuer à explorer ensemble des sujets passionnants. À très bientôt et encore un grand merci.